Rebonjour la famille, MyFoot TV comme vous connaissez, avec notre fidèle ami barcelonais Ziza. Comment tu vas Ziza, ça va? Tranquille, frérot, tranquille, comment tu vas? Bon ouais, ça va en général, mais en termes de football, tu sais déjà que au niveau du Real, il n'y a rien à dire, hein. Je rentre déjà dans le vif du sujet. On sait ce qui s'est passé. Et ouais, je vois que t'es souriant, t'es de bonne humeur par rapport au score d'hier et ça se comprend, hein. Tu me confirmes? T'es content aujourd'hui, ça va? Ben, je suis plus content parce que la journée de Ligue des Champions a été rocambolesque dans l'ensemble. Donc oui, pour tous les scénarios et tout, ça a été une bonne soirée de foot. Pas spécialement pour le Real, Mais mais Et pour le Barça, t'es content quand même, t'es un non, Barcelonais. on va en parler là, donc Non, mais c'est tu une auras bien. question, t'es content ou pas pour le Barça? T'es content, non? Mi figue, mi raisin. J'ai pas vraiment Ok, de ok. sentiment, mais on verra. Ouais, les gars, vous connaissez déjà les Barcelonais, ils aiment jouer la carte de l'humilité. Et ok, on commence. D'accord. Hier, on a vu la dernière journée de la Ligue des Champions avec 19 matchs, 18 matchs, voilà, qui se jouaient simultanément. On s'attendait à une journée de folie et on a eu raison parce que ça allait de tous les côtés, de tous les sens. Et les classements ne faisaient que changer le nombre de points, le nombre de qualifiés. Et il faut rappeler que c'est les 8 premiers de la compétition qui sont qualifiés d'office au prochain tour. Et du 9 au 24e passent par les barrages. C'est ça, Ziza, si je me trompe. C'est ça. Ok, c'est ça. Donc voilà, le Barça. Ziza, je te laisse parler du match de ton club. Comment ça s'est passé? Moi, ce que j'ai vu que c'était un peu compliqué au début. Mais le Barça a fini par facilement ou se faciliter le match. Oui, alors déjà, avant de parler du match, pour moi, sur le format dans l'ensemble, parce que je pense que ça mérite d'être mentionné. Il y a 2 ans, quand le format de la compétition changeait, il y avait beaucoup d'appréhension sur la raison pour changer un système qui jusque-là était plutôt apprécié de tous, le système de la Ligue des Champions. D'accord. Après 2 ans et après surtout cette année, je dois avouer que pour ce qui concerne la phase de groupe spécifiquement, euh, pour moi, il faut saluer quand même une certaine réussite de ce côté-là et je pense que on a gagné en termes de standing des rencontres. Il y a beaucoup plus de grands chocs aux phases de poule, il y a beaucoup plus de matchs intéressants. Et surtout, l'attrait de cette dernière journée, de ce qui m'est donné de me rappeler à l'époque, euh, les dernières journées de Ligue des Champions, il y avait beaucoup de turnover, il y avait beaucoup de matchs qui n'en valaient pas la peine. C'était une journée à oublier. Quand tu la compares à ce qu'on a vu cette année, je pense que on voit tout de suite la différence et l'évolution dans ce sens-là. Donc, on critique quand il faut critiquer. Je pense qu'il faut aussi donner les fleurs quand c'est réussi. Je pense que pour le format de la Ligue des Champions lui-même, ce format de dernière journée, même si c'est difficile à suivre, il en demeure très, très palpitant. Donc, j'ai beaucoup aimé l'action en général et comment il fallait rester connecté pour voir ce qui se passait Ce qui sur se tous les passe. terrains à la fois. Donc, de ce côté-là, chapeau à l'UEFA, il faut le dire quand c'est bon. Ok, Maintenant, pour revenir, sans t'interrompre, en tant que fan, on sait on a eu une bonne journée en termes de football, en termes de score. Il y avait plus d'engagement, plus d'intensité dans les matchs. Mais en termes de management, c'est-à-dire en termes de coaching, par exemple, si j'étais un coach, est-ce que tu ne penses pas que pour le club, c'est un peu compliqué? Parce que comme tu as dit, les années précédentes, le club faisait des turnovers pour essayer de faire souffler les joueurs, pour mieux préparer le championnat et aussi les différentes phases à venir de la compétition. Mais là, jusqu'à la fin, c'est la bataille, il n'y a pas de répit. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu. C'est pas un peu préjudiciable au niveau des joueurs, de la santé des joueurs? oui, pour la santé des joueurs, c'est clair que c'est un argument qu'on continue de faire, un débat qu'on continue de faire. Là, il y a aucun doute que pour moi, on n'a toujours pas trouvé la mesure idéale entre maximiser le beau jeu, maximiser les ressources physiques des joueurs et aussi permettre un temps de récupération adéquat. Ouais. Donc oui, de ce côté-là, pour moi, il y a toujours mieux qu'on peut faire. C'est indéniable. Maintenant, il faut pas oublier aussi que c'est un peu une chaîne alimentaire. Cette volonté d'augmenter le nombre de matchs n'est pas seulement du fait de l'UEFA. On avait vu avec le fameux projet de la Super League qu'il y a beaucoup de clubs qui voulaient reprendre l'affaire entre leurs mains justement
pour un format qui aurait ressemblé beaucoup à celui-ci d'ailleurs, et c'est pour ça que l'UEFA l'a fait pour rester dans les bonnes grâces de ses partenaires, les clubs. Donc oui, c'est toujours une question importante. Comment réussir à reposer les joueurs? Est-ce qu'il faut donner un quota de match pour certains joueurs? Parce que je ne pense pas que ce sont tous les joueurs qui sont concernés. Il y a Ouais. un certain nombre de joueurs de très haut niveau qui jouent dans des clubs de très haut niveau qui peuvent jouer sur 4-5 compétitions au même moment et qui sont ceux qui se retrouvent à être Finaliste. épuisés, à être utilisés comme du Épuisé. savon par rapport à d'autres joueurs qui jouent à peine 2 compétitions et qui voudraient bien avoir cette opportunité. Donc, c'est un bon débat à avoir Ouais, sur ok. comment réussir à gérer cet aspect-là du sport en général, du football. Ok. Mais oui, je pense que c'est une réalité pour les clubs qui n'ont pas les mêmes ressources. Comment gérer cet aspect-là de la compétition. D'accord. Désolé, je te laisse continuer par rapport au Barça. Oui, donc tu me demandais tout à l'heure comment je me sens par rapport au Barça. Et comme je le disais, personnellement, euh, pas rassuré, pas vraiment aussi heureux. Est-ce que je suis content qu'ils aient eu le top 8? Oui, parce que ça reste une saison, comme tu viens de l'énoncer, qui est éprouvante. Il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de compétitions. Tu es encore en lice en Coupe d'Espagne, tu es encore en lice en Liga où tu n'as plus le droit à faire d'erreur parce que le Real a réduit l'avance. Donc oui, ça compte d'être dans le top 8 et de ne pas avoir à jouer les barrages. D'un autre côté, si tu me demandes, et moi je fais toujours la comparaison respectivement de ce que je voyais en début de compétition. Mhm. Après le tirage, quand tu me montres le tirage du Barça et que je vois les adversaires, pour moi, je me dis, si tu fais moins que le top 2, ça veut dire que tu as loupé ta compétition. Quand tu Ouais. compares par exemple au calendrier du PSG, le calendrier du Barça, il est super, super souple. Mais quand tu vois que le résultat que tu vas faire à Bruges, le résultat que tu vas faire contre Chelsea, bon, Chelsea encore, on peut se dire que c'est un adversaire à la hauteur, il n'y a pas de... Ouais, la hauteur, mais quand même, le score est un peu Voilà, trop. le Ouais, score n'est pas fameux, mais perdre contre Chelsea en soi, c'est pas la catastrophe. on est d'accord. Mais il y a beaucoup de matchs, et la plupart des matchs, je dois dire, pour cette Ligue des Champions, où quand tu compares par exemple à ce que le Barça a fait l'an dernier, il y a beaucoup moins de maîtrise, il y a beaucoup moins de sérieux, et il y a une équipe qui, c'est sûr, finit toujours au forceps à avoir l'issue attendue. Mais Ok. les scénarios, et c'est facile de le prédire, te montrent de plus en plus que c'est une équipe qui, lorsqu'elle va croiser le type d'opposition qui se rapproche de son niveau, ne sera pas capable de jouer le football ou d'atteindre les sommets qu'elle veut atteindre. Quand tu regardes tous les matchs, que ce soit Chelsea, que ce soit Paris, dans cette phase de Ligue des Champions, que ce soit même des équipes comme Bruges, comme je l'ai dit, que ce soit la semaine d'avant où ils rencontrent même le Slavia Prague, Le Slavia, ouais. euh, qui n'est pas une équipe de leur niveau, même Copenhague hier. Après, il y avait le climat. Il y a des gens qui disent que le climat aussi joue en défaveur du Barça. Par rapport au Slavia, Oui, c'était. pour le match du Slavia Prague, oui, c'était un facteur, j'imagine. Mais dans l'ensemble, pour suivre tous les matchs du Barça, que ce soit la Liga, que ce soit la Ligue des Champions, c'est toujours une équipe qui déjà commence très très mal ses matchs, qui a de la difficulté à entrer dans les matchs. Ils prennent très souvent des buts dans les 10-15 premières minutes. C'est une équipe qui ne réussit pas à défendre les coups de pied arrêtés. Et c'est une équipe qui a des lacunes qui sont tellement visibles, tellement faciles à cibler pour les adversaires, Ouais. que justement, quand tu joues contre ces équipes qui sont à ta portée, ben, tout de suite, elles deviennent beaucoup plus dangereuses qu'elles ne devraient l'être parce qu'elles n'ont pas besoin de faire autant d'efforts que contre les autres équipes pour être dangereuses. Il suffit de récupérer une balle à un moment opportun Mhm. pour une équipe qui essaie de jouer très haut sur le terrain et tout de suite, tu as juste à avoir un attaquant qui est plus rapide que la défense centrale pour te créer une occasion de contre un gardien. Ça n'existe n'importe où ailleurs dans le football. Donc la problématique pour le Barça, elle est très différente. L'an dernier, pour moi, la différence, c'était que ces erreurs-là existaient parce que Ok. le système est risqué de nature, mais tu avais une équipe qui était beaucoup plus prolifique. Tu marquais, tu menais déjà 2-0, 3-0 avant que le but anecdotique arrive. Cette année, tu le prends toujours ce but-là en début de match et c'est après que la réaction va venir. Et c'est ça qui est dangereux. Quand tu regardes les matchs de Liga, tu le sens qu'il y a une différence, il y a un palier que les équipes ne réussissent pas à franchir pour être vraiment dangereuses. Donc, elles peuvent se créer les occasions, mais elles ne les concrétisent pas. Quand tu arrives en Ligue des Champions, tu as des équipes qui, elles aussi, sont faibles, mais elles réussissent à concrétiser les occasions. Donc, les matchs deviennent plus difficiles. Donc, c'est facile de prévoir que si tu avances comme ça, et il n'y a aucune raison de penser que pour le Barça, quelque chose va changer parce que tu n'as pas les ressources pour
recruter en défense et l'entraîneur est résolument prêt à continuer avec le système. Donc, tu vas avoir une équipe qui va arriver avec exactement les mêmes forces et les mêmes faiblesses contre des équipes qui vont avoir un niveau différent. Tu peux même jouer, je te prends un exemple, le PSG par exemple qui a battu le Barça, c'est vrai, mais qui cette année semble pour le moment être un peu loin du niveau qu'on leur a vu sur la deuxième partie de saison l'an dernier. Tu affrontes ce PSG-là malgré leurs lacunes, ben, contre les lacunes que le Barça a défensivement, ça devient un tout autre match. Ils n'ont pas à être à 100% pour faire la différence. Ils ont juste besoin de faire un match mature et de profiter des erreurs que le Barça va faire. Et ça crée une problématique pour moi parce que peu importe ce que tu seras capable de faire offensivement, mais le fait que tu ne règles pas les erreurs défensives et que ce soit des lacunes aussi évidentes, ça te rend vulnérable, beaucoup plus vulnérable contre n'importe quelle équipe. Vinicius, je n'ai pas été étonné par exemple que sa disette offensive finisse contre le Barça. C'est contre le Barça qu'il a marqué quand il n'avait plus marqué depuis des lurettes et des lurettes. Je te parle que s'il joue contre Paris, Barcola, qui n'a pas marqué depuis des lurettes, va trouver un moyen de marquer parce que le Barça donne des boulevards qui n'existent contre n'importe quelle autre équipe, ainsi de suite. Donc oui, je suis content qu'ils aient trouvé le moyen de corriger la mire à la fin pour être dans le top 8 parce que ça compte. Le nombre de matchs que tu vas jouer, parce qu'il y a toujours des blessés et tout ça. Mais dans l'ensemble, si je dois te donner mon évaluation de l'équipe, c'est que c'est une phase de groupe manquée. C'est une phase de groupe où l'équipe n'a jamais montré qu'elle avait les ressources pour vraiment corriger ces problèmes. C'est une équipe qui est moins bonne que celle de l'an dernier pour le moment. Tu as moins de certitude devant avec Lewandowski qui a pris une année de plus et ça se sent. Tu as Ferran Torres qui est prolifique dans le système mais qui n'a jamais été un joueur sur lequel tu peux compter dans les grands matchs. Et tu as la défense qui s'est énormément affaiblie. Donc, le point positif, c'est Joan Garcia qui montre qu'il est un gardien de grande classe. Donc oui, ça peut te donner une chance sur certains grands matchs de faire des performances atypiques. Mais dans l'ensemble, moi je vois mal par exemple cette équipe dépasser le cap des quarts de finale. Je pense que si tu atteins un niveau top 8 européen, c'est difficile d'aller au-delà des lacunes que le Barça présente pour le moment. Si Hansi Flick et si l'équipe réussit à changer de système, à repenser une partie de l'organisation, je veux bien y croire parce que je pense que c'est une équipe qui a toujours un très fort potentiel offensif. Mais défensivement, je pense qu'il y a beaucoup trop de lacunes pour faire plus qu'un quart de finale. Et d'après le tableau actuel, on pourrait bien se retrouver, par exemple, avec un PSG-Barça en huitième de finale. Et pour moi, c'est le type d'obstacle qui serait difficile à braver dans l'état actuel des choses. Sans t'interrompre, Giza, merci d'abord pour ton feedback. Mais j'ai 2 points. J'ai un point d'abord, pas que j'oublie, d'abord directement, c'est Inigo Martinez. Il était là l'année dernière. Ça reste un seul joueur parmi tant d'autres, mais on sait qu'il apportait une stabilité défensivement au Barça, qui a disparu cette année, parce que j'ai perçu le transfert comment dire ça. C'était un peu précipité, c'était brusque. La direction s'attendait pas à ça, c'est ce que je perçois de l'extérieur. Après, je sais pas si la direction était au courant et ils ont juste essayé de faire passer ça pour un accident ou pour un fait irréversible. Mais j'ai vu que le Barça n'a pas su ou n'a pas pu remplacer Inigo Martinez qui couvrait beaucoup de déchets. Et le second point, c'est que la stratégie l'année dernière de Hansi Flick était perçue comme une innovation. Donc les clubs n'avaient pas encore le temps d'étudier la stratégie en elle-même afin de trouver des moyens de limiter les attaques et le niveau des joueurs en général. Et je pense que cette année, le niveau du Barça s'explique par le fait que tous les clubs ont eu le temps d'étudier un peu le jeu du Barça pendant la pré-saison et aussi au cours de la saison. Donc on a su trouver des limites à la stratégie qu'on voyait déjà l'année dernière avec les courses d'Mbappé, en hors-jeu, tout ça. Et ouais, voilà, c'est ce que je pense en tant que Madrilène. Je regarde presque tous les matchs du Barça aussi. Et je pense que la tactique a été étudiée par les autres équipes. Et en général, on arrive désormais à contrer plus facilement les attaques du Barça et aussi à leur faire mal. Par rapport à ce que l'Inter a fait l'année dernière aussi, ça a donné des idées à pas mal de clubs. Contrer, défendre dur et essayer de contrer le plus vite possible. Et je vois que c'est ce qui crée ce fossé un peu et ces déficits en défense au niveau du Barça. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça s'entend totalement ce que tu dis. Les deux raisons peuvent être valides. Hein. Je pense que c'est clair, en tout cas, que l'absence de Inigo Martinez se fait ressentir plus que le joueur lui-même, c'est le leader défensif.
Koubarsi qui n'avait pas à couvrir autant d'espace et autant de responsabilités l'an dernier. Cette année, il ressemble à un joueur différent parce que justement, il est orphelin de ce leader de défense. Et comme tu le dis, pour moi, ce n'est pas tant que cette année, les équipes ont découvert une botte secrète, mais c'est que justement, le Barça exécute de façon moins efficace. Et justement, l'une des raisons, comme tu l'as dit, c'est l'absence de Inigo Martinez. L'une des raisons aussi, c'est le fait que dans le match, le pressing est moins cohérent. Pourquoi le pressing est moins Après, il y a cohérent? la fatigue aussi, je pense, il y a la fatigue, l'accumulation des courses, parce que le système, ça regorge, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Jouer comme ça, C'est vrai, presser tout c'est le vrai, temps, mais faire des sprints. comparativement, c'est vrai, mais comparativement à l'an dernier aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus de blessures. Ouais, L'an dernier, Rafinha fait une saison pleine. Cette année, il loupe beaucoup de temps et les matchs qui manquent sont parmi ceux qui sont les plus difficiles pour le Barça parce que tu n'as pas la même dynamique dans le pressing. Pedri qui manque déjà, qui a sa troisième blessure cette année, qui l'année dernière est c'est la première compliqué qui ça. réussit à faire une année pleine et tu n'as pas vraiment de remplacement pour Pedri. Inigo Martinez, comme tu l'as dit, que tu n'as pas réussi à remplacer. Koundé et Baldé qui ne sont pas au même niveau cette année, qui souffrent dans tous les compartiments du jeu. Il y a beaucoup de façons de lire la situation, mais pour moi, oui, c'est clair que, pour résumer, l'équipe n'exécute pas de façon aussi efficace que l'an dernier. Lewandowski n'est plus au même niveau, ça se voit. Il y a beaucoup plus de difficultés à faire les choses qui étaient plutôt routines pour lui. Ouais. Donc, c'est un collectif qui est beaucoup plus fragile, qui repose beaucoup plus sur les individualités. Tu as Pedri, tu as Yamal, tu as Rafinha qui apporte ce plus-là dans le pressing et dans la finition, mais pour le reste, ça se cherche. Tu as Eric Garcia aussi pour moi, qui est la vraie surprise de l'année, qui est ton meilleur défenseur et l'un de tes joueurs les plus polyvalents. Mhm. Je continue d'espérer, par exemple, qu'on ait un autre joueur au milieu de terrain qui monte, qui explose. J'ai bien aimé la rentrée hier du jeune Bernal, qui pour moi, dont on attend plus. C'est vrai qu'il est revenu d'une grave blessure, Ouais, il n'a mais pas été j'espère que sur épargné la aussi. deuxième Ouais. saison, il sera capable de jouer au niveau où il a joué hier en deuxième mi-temps, parce que ça te permettrait d'être plus flexible en défense. Ça te permettrait, par exemple, peut-être de faire jouer Eric Garcia latéral droit. Et un match comme hier, par exemple, où tu n'avais pas Frenkie de Jong, tu n'avais pas Pedri, ça t'obligeait un peu à jouer Eric Garcia au milieu de terrain. Donc, c'est toute la problématique pour le Barça, avec des ressources limitées. Quels joueurs seront disponibles aux parties charnières de la saison? Et c'est là, comme je dis, l'importance de terminer dans le top 5 parce que tu as besoin de gérer les temps de jeu. Mais derrière aussi, tu as la Coupe du Roi qui va venir prendre de l'énergie ce mois-ci et le mois de février. Donc, d'un côté, oui, comme je l'ai dit, satisfait du fait qu'ils aient eu le top 5. C'est toujours un avantage. Maintenant, je pense carrément, je pense clairement que le vrai positif et le vrai salut du Barça cette année, ce serait de réussir encore à garder les trophées domestiques, parce que ça va être difficile pour moi de vraiment être un prétendant en Ligue des Champions. Dans l'état actuel des choses, vu que tu n'as pas les ressources pour emmener des renforts, ça va être difficile en tout cas de penser faire mieux que l'an dernier. Le hasard du tableau peut faire ce qu'il fait, comme tu dis, on ne sait jamais. C'est le football, donc on va s'asseoir, on va regarder. Mais mon pronostic pour le moment, c'est que je vois difficilement le Barça faire mieux qu'un quart de finale. D'accord, merci Sisa. Donc sans plus tarder, on va parler du Real directement. Je commence moi avec des frères à moi que j'ai. On parle du Real, des frères madrilènes. On a vu le départ d'Alonso, on a polémiqué, on a dit que c'était plus un problème de management, de gestion d'émotions, concernant les cadors comme Vinicius, pas Mbappé, Bellingham, tout ça, Valverde aussi. Et voilà, on a eu l'arrivée d'Arbeloa qui est arrivé il y a 2 semaines, je crois. Après, c'est pas énorme en termes de temps. J'ai eu des potes qui s'enflammaient directement, qui me disaient que ouais, on voit les traces d'Arbeloa, tout le monde est épanoui et que le Real était prêt à même prendre la Ligue des Champions directement. Et moi, j'ai dit que ça avait été le même cas pour Xabi Alonso lors de son arrivée aux États-Unis pendant la Coupe du Monde des clubs. On a vu un nouveau jeu, un projet de jeu. Je t'avais dit que j'étais satisfait, que je voulais un projet de jeu. Ça allait, ça exécutait bien, mais après, sur la durée, on voit les limites et on voit que les problèmes restent les mêmes. Les entraîneurs partent, mais la gestion d'émotions, les caractères, tout ça, c'est ce qui tue le Real. Moi, je suis beaucoup déçu. Les gens comme Vinicius, Bellingham, on essaie de les défendre, ils ont tout fait pour nous.
en termes de trophées. Même avant l'arrivée d'Mbappé, on a eu la Ligue des Champions, c'est ce qu'on a gagné. Mais j'ai l'impression que les joueurs demandent un peu trop. Et voilà, ils essaient, même Arda Güler qui essaie de râler quand on le fait sortir. T'as Rodrigo qui rentre, qui devient un peu arrogant. C'est un peu compliqué au niveau des émotions. Je pense que c'est un problème de gestion d'émotions, comme j'ai dit. Dans le jeu, il n'y a pas grand chose. On voit qu'il y a l'intention d'Abeloa de faire presser les joueurs, de permettre à chaque joueur d'évoluer dans le schéma qui lui sied le mieux et dans lequel il est le plus heureux, le plus épanoui, sans toutefois exiger ou brider certains joueurs comme Valverde et tout ça. Il prône l'épanouissement total, même quand c'est pas lui le responsable, il essaie de dire que c'est de sa faute, tout ça. À mon avis, il y a que les joueurs ont beaucoup à faire hors du terrain et surtout sur le terrain. Au niveau des caractères, des émotions, la manière de gérer la relation avec l'entraîneur. Quand on fait sortir un joueur comme Arda Güler, il se plaint. Pourquoi lui, pourtant des joueurs sur le banc. Et ouais, on voit qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau du Real. Et c'est des joueurs à qui on donne tout et qui sont hyper épanouis, qui pensent même qu'ils sont plus importants que l'institution. Ce qu'on n'a jamais eu dans le club. On a eu des Cristiano, des Benzema qui respectaient d'abord le club. Et souvent, il y avait des sauts d'humeur, mais c'était toujours limité. C'était toujours géré et on n'a jamais connu ça. Toi, en tant que Barcelonais, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Parce qu'il y a rien de spécial à dire. On était deuxième, là on est neuvième, barragiste. Et on doit jouer soit Benfica, soit Glim. Donc ouais. Et là, si on arrive à passer, ça sera soit le Sporting, soit City. Encore un gros match City. Et dans la forme actuelle, je pense pas qu'on puisse... Bon, après, on est qu'à la phase de barrage. On va prendre les matchs un par un. Là, on va terminer avec le match de barrage. C'est deux matchs très, 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 très difficiles. Benfica, on aller-retour, c'est pas facile. Glimt, aller-retour, c'est pas facile. On a vu qu'ils ont gagné City. Pas facilement, mais ouais, tu rigoles. C'est pas le même contexte, mais ça reste une équipe un peu difficile. Tu suis la Ligue des Champions depuis des années. Pour faire un big up aux accros de Paris Sportif, ils ont perdu beaucoup d'argent sur Glimt parce on peut compter sur eux pour les surprises. Tout ce qui est surprise, tout ce qui est intensité dans les matchs, ils sont toujours là. Même si c'est pas c'est des outsiders. Voilà, je sais pas ce que toi t'en penses et je te laisse la parole. Déçu, rien de spécial à ajouter. Je te laisse terminer et voilà quoi. Je pense que tu es clairement toujours sur le coup de l'émotion. Ça se ressent. Non, c'est l'émotion. Après, il y a le jeu. Il y a ce qu'on voit. On voit que ce qui se passe au Real, c'est plus le jeu. C'est la gestion d'émotions, les caractères. Et on voit les joueurs qui ne changent pas. Qui pensent qu'ils sont plus importants que le club. Ça agit. Déjà, comme tu insistes dessus, on va dire, donnant leur fleur aux joueurs du Bodo Glimt. Mais je pense que si tu poses la question à la plupart des clubs qui jouent ces barrages, ils préféreraient rencontrer le Bodo Glimt qui est, je crois, 23e. Non, bien sûr, il reste des outsiders, mais quand même, c'est pas un match facile. On parle quand même du grand Real Madrid. Et puis, du grand Real Ziza, mais vas-y. Si tu veux rentrer dans le côté stratégie, je te dirais que le Bodo Glimt, effectivement, c'est une équipe qui aime aller chercher son adversaire sur le terrain et joueuse. Et c'est le genre d'équipe que le Real réussit à déjouer cette année. Le genre d'équipe qui pose des problèmes au Real, ce sont plutôt celles qui font bloc bas et qui forcent le Real à faire du jeu, à être créatif. Donc, si tu tires le Bodo Glimt et que c'est une équipe qui veut venir faire du jeu, je m'attends plus à un résultat comme celui contre Monaco plutôt que celui d'hier contre le Benfica. Donc, tu me dis c'est impossible. Tu me dis c'est impossible que le Real, que Bodo Glimt puisse faire du mal puisse causer du tort au Real ou. Je pense que si les playoffs étaient sur un match sur terrain neutre, je te dirais que ça augmente leurs chances. Mais le fait que ce soit un match traditionnel à élimination directe, aller et retour, ça va être très très compliqué pour eux de faire un résultat contre le Real. C'est pas une équipe sur 180 minutes ou potentiellement plus qui peut vraiment inquiéter le Real. Donc si c'est ça le tirage pour moi, je pense que tu es plutôt alarmiste. Je dis pas qu'ils ne poseront aucun problème, mais de là à ce que le Real passe, j'ai mes doutes. Maintenant, pour revenir au Real dans l'ensemble et au passage actuel de l'histoire du club, je trouve que le Real est un case study assez intéressant sur comment bâtir une équipe.
C'est un club qui est assez unique, qui est assez atypique parce que voilà une équipe qui a gagné des Ligues des Champions dans des périodes où le club était officiellement en reconstruction. Voilà une équipe qui maintenant pense avoir toutes les pièces du puzzle pour aller être contender, se retrouve à jouer un jeu qui n'est compris de personne. Où malgré le fait pour moi que tu as des joueurs très compétents à chaque position, tu te retrouves avec une équipe qui n'est pas cohérente. Et c'est là que je dis que c'est un case study intéressant parce que et je pense que ça se voit un peu partout à travers l'Europe. La plupart des clubs qui investissent le plus se retrouvent à avoir de vrais problèmes de gestion et de cohérence de leur effectif. Et la plupart des équipes qui sont obligées De reconstruire de faire du management sur des hommes, même ceux que tu considérerais comme étant moins productifs, se retrouvent à avoir une équipe plus cohérente, plus productive. Je pense que ça, c'est un case study sur le management dans le football en général et sur comment construire une équipe. Et le Real en particulier, parce qu'on revient toujours à la même problématique de qui sont les leaders de l'équipe, qui sont les tauliers de l'équipe. Pour moi, le travail d'Alonso, il est difficile à jauger parce que le contexte dans lequel il arrive, il est très particulier. Alonso n'arrive pas en étant un entraîneur, pour moi, qui est rassuré. Il n'est même pas rassuré, si tu veux, d'avoir la continuité l'an prochain. Et je pense que si on fait un sondage, tout le monde pense que Alonso n'est pas là pour être l'entraîneur du Real l'an prochain. Il ne part pas en ballottage favorable pour ça. Donc, est-ce qu'on est d'accord de ce côté-là? Est-ce que tu penses que c'est improbable qu'il soit le coach du Real l'an prochain? Arbeloa, pardon. Quand je dis Arbeloa, ah ok, d'accord, ok. Voilà. Ouais, bon donc, après... on est d'accord sur ce point-là? On est d'accord sur ce point-là en tant que Madrilène qui connaît son président, oui. Mais après, est-ce que c'est la solution? Non. Voilà, donc je le dis déjà pour situer le contexte dans lequel Arbeloa est, il n'est pas pressenti pour être l'entraîneur de la continuité. Non, ça il est là pour la transition, ouais, il est intérimaire un peu. Ouais. La saison qui reste. Voilà, donc quand tu es un entraîneur dans cette position, c'est difficile pour toi d'obtenir l'attention des joueurs parce que les joueurs, et ça c'est vrai que ce soit au Real ou que ce soit dans un autre club. Après il y a Zidane qui l'a fait, mais après tu me diras c'est Zidane, mais Zidane était quand même dans la même position, il est venu dans une période de transition et après il a obtenu un contrat normal, si je peux le dire, à la tête du Real. On peut l'entendre comme ça, mais si tu veux, je pense que c'est difficile de mettre Zidane et ce qu'il représentait, le moment auquel il arrivait au Real. Je pense que déjà même à l'époque, il avait été, dis-moi si je me trompe, il avait été adjoint d'Ancelotti. Voilà. Ouais. Donc il avait déjà une notoriété et une légitimité dans le groupe, et c'est Zidane. Je pense que c'est différent quand même de comparer à Arbeloa. Donc je le vois comme ça. Après, ouais. Donc, c'est difficile pour moi de penser de façon légitime que Arbeloa a vraiment une voix et une force. Arbeloa, ce qu'il fait, c'est du management. Il vient, il connaît les forces en place. Il connaît les joueurs qui sont les têtes fortes du vestiaire et il fait quelque chose qui, à la surface, est cohérent. Et je pense qu'on en avait déjà parlé, c'est d'abord mettre les têtes du vestiaire en tête de gondole. Donc, je pense que sur les matchs qu'il a managés jusque-là, à part la fameuse débat de Coupe du Roi, tu as toujours eu Vinicius, tu as toujours eu Mbappé, tu as toujours eu Bellingham. Parce que c'est les trois têtes fortes du système et tu as eu d'autres pièces à côté pour voir qu'est-ce qui marche avec dans un sens ou dans un autre. Donc, à partir de là, et ça, je pense que c'était l'un des gros problèmes de Xabi Alonso, c'est que Xabi Alonso comprenait que quand ces trois étaient sur le terrain, l'animation du jeu en pâtissait. C'était pas le même produit, c'était pas le même jeu. Pour une raison ou une autre, selon l'adversaire et la tactique qu'il emploie, ça allait dans un sens ou dans un autre, mais il n'y avait pas de constance. Et je pense que c'est la même chose qu'on a pour le moment. Les matchs, et c'est souvent le cas quand tu accueilles un nouveau coach, quand tu accueilles quelqu'un qui rafraîchit l'atmosphère mentale autour du club, ben, tu as des joueurs qui montent tout de suite, qui ont un regain d'ego, qui ont un regain de fraîcheur, tout ce que tu veux. Mais les résultats immédiats sont généralement toujours meilleurs parce que l'atmosphère pesante autour du club baisse. On a vu Vinicius meilleur contre Monaco. Je pense que sur les dernières semaines, en général, il a été un peu plus requinqué. Et lui, c'est un joueur qui fonctionne beaucoup à l'affectif. Donc ça, je pense pas que c'est... Comme tous les Brésiliens. Voilà.
Mais de l'autre côté, est-ce que ça veut dire aussi que toutes les lacunes que tu avais dans le temps vont être gommées quand tu vas jouer contre une équipe qui a plus de certitudes? Évidemment, non. Donc, pour moi, c'est pas le résultat d'hier en lui-même qui est catastrophique parce que, comme tu l'as dit, les clubs portugais, par exemple, à domicile, ils sont toujours très, très difficiles à apprendre en Ligue des Champions. Ils ont un vécu dans ces conditions-là et ils sont difficiles à apprendre. Est-ce que je suis surpris, par exemple, que le Real, qui a joué contre une équipe du Benfica, qui s'est assise et qui a procédé en contre, ait eu des problèmes? Mais non, c'est ce que le Real a eu comme problème toute la saison. Ça, ce n'est pas du fait d'un entraîneur ou d'un autre. Le Real est une équipe cette année qui a une difficulté à produire du jeu lorsque le jeu le demande. Lorsque le jeu demande à des leaders techniques de contrôler le tempo, ben le Real ne peut pas le faire parce que le Real n'a pas de joueur qui contrôle le tempo. C'est une chose d'avoir un Arda Güler qui est créatif, qui sait comment trouver les attaquants. C'en est une autre d'avoir un joueur dans le milieu de terrain qui sait poser le pied sur la balle et savoir à quel moment la balle doit aller à gauche, à quel moment elle doit aller à droite et comment maîtriser vraiment le tempo du match. Ça, c'est un art en soi. Et ça fait toujours partie des choses dans le football qui sont négligées, mais tu le ressens quand tu as une grande équipe et que tu n'as pas ce joueur-là qui est capable de te donner cette lucidité. Et pendant plusieurs années, le Real l'a eu. Ils en ont eu même peut-être 2 avec Modric et Kroos. Et on le sent maintenant, l'absence de ce leader technique qui apporte ce leadership et cette direction qui semble normale quand tu l'as, mais tout de suite qui est très différente quand tu ne l'as pas. Donc, ce type de match, pour moi, on va en voir d'autres dans la saison du Real. Ça va revenir. Est-ce que ce sont le type de match où il faut tirer une conclusion sur les joueurs en eux-mêmes? Peut-être pas, sur le système à bonne et due forme et surtout sur les joueurs qui sont nécessaires au système ou pas. Pour moi, la question du rôle de Vinicius et de Mbappé, elle est différente parce que Mbappé te conditionne à jouer d'une certaine façon s'il joue numéro 9, c'est clair. Mais il faut reconnaître aussi qu'il est tellement prolifique que c'est difficile de le pointer directement du doigt pour dire que c'est le problème de l'équipe. À partir de ce moment-là, tu seras toujours prêt à faire des sacrifices et à regarder dans les autres parties de l'équipe avant de regarder Mbappé et ce qu'il fait de moins bien dans son rôle. Et là, pour moi, c'est facile de mixer des joueurs comme Bellingham, qui est très fort, on le sait, qui est très polyvalent, on le sait, mais qui reste toujours un joueur qui n'a pas vraiment trouvé son rôle depuis que Mbappé est arrivé. Et pour moi, c'est ce qui rend l'équipe aussi volatile qu'elle est. Tu as un joueur de ce talent-là qui n'a plus vraiment sa place, son rôle, et qui est capable de faire énormément de choses, on le sait, mais qui n'a quand même pas son rôle, qui est orphelin. Et Vinicius, qui est lui aussi orphelin d'un joueur qui maîtrise le match et qui lui permet, parce que lui c'est un joueur qui est direct, qui aime aller dans le dos de la défense, qui aime aller provoquer, donc il a besoin de ce passeur-là qui est connecté à lui. Et il n'a pas ça, il n'a même pas cette relation-là avec Arda Güler, par exemple, qui lui est plus dans la veine de passeur décisif. Donc lui, il connecte mieux avec Mbappé. Donc il faut repenser pour moi l'effectif du Real. Donc pour moi, ce n'est même pas une question d'entraîneur et peut-être même pas de joueur à l'heure actuelle. C'est une question de Florentino Pérez, de ce qu'il aura choisi comme la direction de l'équipe. Comment bâtir cette équipe? C'est la question pour le Real pour moi, parce que on pourra ramener 10 000 entraîneurs avec cette collection de joueurs et dans leur mindset actuel. Les matchs comme ceux d'hier, tu en auras des tonnes. Et les matchs comme ceux du week-end aussi, où il y a beaucoup plus de contrôle, où ils te font rêver, ben, tu en auras aussi, parce que ça reste des joueurs d'exception. Ils vont avoir des matchs où ils survolent l'adversaire. Ça va arriver. Surtout, comme je dis, les adversaires qui veulent aller les chercher haut sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup d'espace derrière. Mais en revanche, les adversaires qui forcent le Real à faire du jeu, à jouer dans le cas adverse, ça va tout de suite être plus difficile. Donc, pour moi, c'est pas une occasion de juger Alonso. Lui, c'est clair qu'il est là pour faire un management. Arbeloa. À chaque occasion qu'il a, on le voit, il n'hésite pas à encenser les joueurs, peu importe la situation. Justement, son mandat, c'est celui de remettre les joueurs au maximum de leur confiance, de leur mentalité et de les laisser, si tu veux, donner leur meilleur sur le terrain. C'est ça son mandat. Tactiquement, il ne fait rien de révolutionnaire. Il remet juste les joueurs dans l'esprit où ils sont censés être, dans les rôles où ils sont censés jouer, et essayer de manipuler un peu les autres pièces pour que ce soit cohérent. Et c'est ça qu'il est obligé de faire. C'est ça son mandat. Donc, pour moi, c'est pas choquant. Mais comme je reviens encore
dans la plénitude de la saison du Real, pour moi, le classement lui-même de sortir du top 8, il est un peu anecdotique. Tu es déjà sorti de la Coupe du Roi, donc tu n'auras pas cette débauche d'énergie-là. Tu auras peut-être 2 matchs de plus en février que tu vas probablement gagner. Que tu tires Benfica, oui, ça peut être un peu plus dangereux. Toujours une équipe difficile à gérer, mais si tu tires Bodo Glimt, par exemple, c'est une équipe que tu vas finir par battre et jouer, que ce soit Manchester City ou le Sporting cette année. Manchester City, oui, c'est vrai qu'il a battu le Real, mais qui est loin d'être irréprochable non plus cette Bien année. sûr, C'est une bien équipe sûr. qui a beaucoup de bas. Donc, ça reste à la portée du Real. Pour moi, c'est oui, le top 8, c'est décevant, il n'y a pas de problème, mais ça reste anecdotique. Je ne pense pas que c'est la grande déception qui. Le PSG a été hors du top 8 l'an dernier, remporte la compétition. Je ne pense pas que c'est ça le facteur qui détermine ta capacité à remporter la compétition. Mais je pense que c'est plus ta capacité, comme j'ai dit, à être une équipe qui peut contrôler les matchs. Et je pense que c'est ce qui va à la fin être le détriment du Real. Comme le Barça, je pense que c'est une équipe, ça va être difficile de faire mieux que le top 8. C'est le Real, on ne sait jamais ce que Courtois va te sortir un match de Ligue des Champions et tout ça. Donc oui, ça peut aller un peu plus haut. Mais c'est une équipe que je vois difficilement faire mieux que quart de finale aussi parce que quand tu arrives au niveau du top 8, tu as quand même des équipes qui ont certaines certitudes, qui ont une certaine solidité Ouais. et où il faut quand même que tu aies un minimum de maîtrise au milieu de terrain. Et c'est ça vraiment qui manque au Real cette année. Il n'y a vraiment pas de maîtrise. C'est soit tout est beau, tout est flamboyant offensivement quand on vient te chercher haut, c'est soit incapable de casser un bloc bas. Donc, pour moi, si tu as une équipe comme ça, tu ne vas pas très loin en Ligue des Champions. Donc, moi, je dis, un peu comme le Barça, pour moi, avec le niveau actuel, c'est quart de finale maximum pour le Real. D'accord, Gisa. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour en ce qui concerne le Real et le Barça. Les clubs qu'on soutient. On essaie de débriefer à chaque match, à chaque rencontre. Ça sera tout pour moi. Continuez de vous abonner. On reste en contact pour les matchs de Liga à venir. On va essayer de débriefer avec le Ziza. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Continuez de nous donner la force. Dites-nous qui sont à vous vos favoris pour la Ligue des Champions pour le top 8. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Il y a tous les Anglais dans le top 8. Euh, Est-ce que c'est une année pour les Anglais? Il y a quand même de fortes équipes. J'aime bien le Bayern aussi cette année. Comment vous voyez la suite de la compétition, les barrages, tout ça? Dites-nous vos impressions dans les commentaires. Ça nous fera plaisir. Et puis, comme d'habitude, on continue de commenter l'actualité foot.